fillette vivrait, mais qu'elle aurait besoin d'une surveillance constante. Collant se proposa immédiatement, et Elena, presque sans réfléchir, fit de même. La guérisseuse les prévint toutefois que la situation attirait l'attention du puissant don Ramiro Vasquez, homme influent dont la parole pouvait faire ou défaire des carrières. Malgré le poids de cette menace, Elena affirma que la fillette resterait jusqu'à sa guérison. Doña Luz reconnut en elle la force de sa grand-mère. Elle avertit ensuite Collant que cet enfant représentait un grand risque pour Elena, mais le guerrier répondit qu'elle valait plus que sa propre vie. Lorsque la guérisseuse partit, Elena et Collant restèrent seuls, veillant la petite. Collant révéla qu'il l'appelait Nalin, celle qui a été trouvée. Peu à peu, les jours devinrent une routine difficile mais pleine de sens. Elena réorganisa son travail pour rester près de l'enfant, tandis que Collant dormait au sol à ses côtés et aidait au ranch dès qu'il pouvait. Bientôt, tout le territoire apprit qu'Elena hébergeait un guerrier apache recherché et une fillette métisse, et la rumeur atteignit naturellement don Ramiro. Homme riche et craint, il gérait les routes commerciales et tirait profit de la peur des attaques. Quand il apprit qu'Elena protégeait un guerrier et une enfant trouvée sur un chemin, une inquiétude étrange le traversa. Des années plus tôt, une jeune femme de sa maison, Rosa, avait quitté les lieux en attendant un enfant qu'il n'assumait pas. Peu après, on avait annoncé que le convoi où elle voyageait avait été attaqué et qu'elle avait disparu. Il n'y avait jamais repensé, jusqu'à entendre aujourd'hui parler d'une enfant renvoyant à son passé. Prétextant une visite amicale, il se rendit chez Elena. Elle l'accueillit poliment, mais le ton changea vite lorsqu'il demanda à voir la fillette. Elena refusa calmement. Ramiro rappela alors que ses routes commerciales étaient essentielles à son ranch, laissant entendre que tout pourrait devenir compliqué. Mais Elena resta ferme, elle protégerait Nalin. Après son départ, la menace devint plus claire encore. Quelques jours plus tard, la fillette commença à se rétablir. Elle reprit des forces, parla un peu, mélangeant espagnol, apache et souvenirs douloureux. Un soir, elle évoqua sa mère. Une odeur de soupe, une chanson, puis des hommes, du bruit et des flammes. Elena la rassura, lui promettant qu'elle ne la laisserait pas. Plus tard encore, la guérisseuse revint avec un petit objet trouvé parmi les affaires de la fillette. Une médaille en argent portant des initiales, ainsi qu'une lettre ancienne écrite par Rosa, la femme disparue. La lettre révélait qu'elle était partie en voyage en attendant un enfant de don Ramiro et qu'elle craignait pour son avenir. Tout s'éclairait désormais. Nalin était probablement lié au passé que Ramiro voulait oublier. Et cette vérité, si elle venait à être connue, pouvait bouleverser l'équilibre fragile dans lequel tous vivaient. Derrière lui avançait une présence encore plus inquiétante. Le capitaine Mendoza, du détachement militaire de San Miguel, un homme réputé pour sa dureté et sa loyauté envers ceux qui le récompensaient le mieux. Elena sortit à leur rencontre, un fusil à la main, sans toutefois le lever. À ses côtés, Collant apparut en silence, observant chaque détail avec son regard de guerrier. Ils avaient anticipé ce moment, ils en avaient longuement parlé, mais maintenant qu'il était là, Elena sentit la peur se resserrer autour de sa gorge. « Madame Valverde », commença Mendoza avec une politesse qui sonnait faux, « j'ai reçu des informations selon lesquelles vous hébergez un fugitif, un apache accusé de multiples délits. » Elena répondit calmement qu'elle accueillait simplement un homme qui l'aidait au ranch, ainsi qu'une fillette nécessitant des soins, et que ni l'un ni l'autre n'avait enfreint la moindre règle sur ces terres. Mendoza insista, les accusations concernaient des faits antérieurs et il avait ordre de l'emmener. « Ordre de qui » demanda Elena. « De don Ramiro. » Elle fixa alors l'homme qui se tenait derrière le capitaine. « Est-ce désormais les notables qui dirigent les soldats ?» Ramiro, le visage tendu, répliqua sèchement qu'elle protégeait un homme dangereux. Elena lui répondit qu'elle protégeait quelqu'un qui avait sauvé une enfant, ce que d'autres n'avaient pas fait. Puis, dévoilant une médaille portant les initiales Hervé, elle révéla que la petite Nalin, retrouvée seule sur un chemin, portait le même pendentif que celui donné autrefois à Rosa Delgado, envoyée loin alors qu'elle était enceinte. Le nom de Rosa provoqua un malaise général. Sa disparition avait jadis alimenté des rumeurs jamais éclaircies. Ramiro tenta de nier, mais la sueur sur son front parlait pour lui. Elena continua. Elle possédait également une lettre où Rosa expliquait craindre pour sa sécurité, nommait Ramiro comme père de son enfant et demandait que, si quelque chose lui arrivait, la vérité soit connue. Ramiro perdit son calme, mais Elena resta ferme. Elle exigeait qu'il cesse de poursuivre Collant et qu'il laisse la fillette en paix, sinon elle rendrait ses preuves publiques. Mendoza,
comprenant que cette affaire pouvait provoquer un scandale dont il ne voulait pas être complice, déclara que ce conflit ne relevait pas de sa juridiction et se retira avec ses hommes. Ramiro, demeuré seul avec 2 de ses vaqueros, monta à cheval après avoir lancé une menace à demi-voix. Quand il s'éloigna, Elena, tremblante maintenant que l'adrénaline retombait, sentit la main rassurante de Collant sur son épaule. Elle se jugea imprudente, mais Collant lui rappela qu'elle avait protégé Nalin, ce qui était l'essentiel. La fillette, effrayée, demanda si les « mauvais hommes » étaient partis. Elena lui assura qu'il ne reviendrait pas et la prit dans ses bras, réalisant à quel point elle aimait déjà cet enfant. Dans les semaines suivantes, la vie reprit difficilement. Ramiro restait absent, ce qui rendait son silence encore plus inquiétant. Elena improvisait pour maintenir le ranch à flot, réduisant les dépenses et échangeant du bétail contre des provisions. Nalin, de son côté, retrouvait peu à peu sa force. Elle courait, jouait, riait et avait commencé à appeler Elena « maman ». Un après-midi, la fillette demanda si elle avait un père. Elena expliqua avec douceur que Collant s'occupait d'elle comme telle et parla de Rosa, sa mère, qu'il avait aimée et protégée. Mais lorsque Nalin demanda qui était son père d'origine, Elena choisit des mots simples. Il n'avait pas pu rester, mais Elena et Collant, eux, seraient toujours là. Le soir venu, Elena confia ses inquiétudes à Collant. Que faire lorsque l'enfant serait assez grande pour connaître toute la vérité? Collant lui répondit que, dans sa culture, la famille ne reposait pas uniquement sur les liens de sang mais sur ceux qui protègent et aiment. Pour lui, Elena était la véritable mère de Nalin. Mais Elena savait que la loi était différente. Si Ramiro décidait de revendiquer décidée à chasser l'intrus de ses terres, la riche éleveuse Elena Valverde chevaucha furieusement vers l'Apache. Mais lorsqu'elle le vit blessé, soutenant un bébé malade et implorant de l'aide du regard, son cœur se glaça. À cet instant, elle prit une décision qui bouleverserait son empire et transformerait son âme. Bonjour, amis lecteurs, Tris, je suis Ricardo Rodriguez, narrateur de rêves et de destinées. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne et raconte-moi depuis quelle ville tu nous regardes. Un fort câlin et profite de cette histoire. Dans le nord aride du Mexique, là où le désert s'étendait comme une mer de terre craquelée sous un soleil implacable, le nom d'Elena Valverde se prononçait avec respect et distance. En 1878, dans chaque village et ranch autour de San Miguel de Los Arroyos, elle était connue pour sa richesse, ses vastes terres et sa posture fière, qui maintenaient tout le monde à distance. Les femmes murmuraient qu'elle ne pouvait ressentir d'affection que pour elle-même et ses clôtures bien définies. Les hommes la traitaient avec politesse forcée, conscients que ses troupeaux traversaient des routes importantes et que ses contrats faisaient circuler l'argent à travers la frontière. Mais personne ne savait ce qu'Elena cachait derrière sa froideur. À ses 26 ans, alors qu'elle croyait encore en l'amour et la famille, elle avait été fiancée à un homme influent de la capitale, un avocat riche qui voyait en elle une alliance pratique. Tout s'écroula lorsqu'un médecin ami de la famille, dans une conversation privée, laissa entendre qu'Elena pourrait ne jamais avoir d'enfant. Sans diagnostic clair, cette simple suspicion suffit. Le fiancé rompit le contrat par une lettre brève et formelle. Les visites cessèrent, les salutations à l'église devinrent maladroites. Elena comprit alors que montrer une faiblesse invitait au mépris. Elle enterra son rêve de maternité et érigea des murs de contrôle et de rigueur. Elle dirigea le ranch d'une main ferme, négocia avec des hommes tentant de la tromper et prouva qu'elle n'avait besoin de personne. Pourtant, dans le silence du désert la nuit, le vide la pressait comme une présence physique. À plus de 30 ans, sa vie s'était transformée en routine de chiffres, de clôtures et de contrats. Jusqu'au matin de septembre où un contremaître revint, le visage tendu, annonçant la présence d'un Apache près du ruisseau asséché de ses terres. Le mot « Apache » fit frissonner les employés. Histoire de raids et de nuits blanches, peur ancestrale. Elena, impassible en apparence, ressentit autre chose. Non seulement la colère de l'intrusion, mais l'opportunité de prouver sa force. Elle selle son meilleur cheval, prend son fusil et part seule. Le voyage jusqu'au ruisseau est long et silencieux, sous un soleil de midi écrasant. Le vent soulève la poussière, les vautours tournent dans le ciel. Arrivée à un défilé, elle descend et continue à pied, fusil prêt. Là, elle découvre l'Apache, Collant, le guerrier redouté, soignant avec tendresse une fillette malade, Sian, d'environ 3 ans, la jambe immobilisée et la fièvre au visage. Chaque geste de Collant révèle une dévotion et une attention infinie. Elena reste figée, son fusil pesant dans ses mains. La fille malade lui rappelle un désir ancien, enterré.
protéger un enfant, se sentir nécessaire. Les yeux de Collant et d'Elena se croisent. Ils ne menacent pas, ne cherchent pas à fuir. Le vent transporte l'odeur de la terre chaude et de la sauge. Elena baisse lentement son fusil et s'avance, prudente, vers la fillette. Elle remarque ses traits métissés, signe d'une naissance entre deux mondes. Elle est très malade, dit-elle, sa voix rauque. Collant confirme la fièvre et la durée de 3 jours, avec un soin limité. Elena comprend que la fillette a besoin d'un endroit sûr, de soins constants et de nourriture adaptée. Malgré les risques, elle ne peut détourner le regard. Avec l'accord silencieux de Collant, elle organise le transport vers son ranch, une petite charrette dissimulée, des couvertures, de l'eau. Le voyage est long et tendu, évitant les routes principales pour protéger l'Apache et la fillette. Chaque gémissement de la petite fait mal au cœur d'Elena. Arrivée au ranch, elle donne des ordres précis pour préparer un espace sûr, prévient la guérisseuse locale, Doña Luz, et supervise le soin de la fillette. Collant, fidèle et attentif, veille sur l'enfant avec un soin presque maternel. Doña Luz examine la fillette avec calme et expertise, contrôlant la fracture et l'état général. Elena observe, touchée par la fragilité de l'enfant, consciente que sauver cette petite défie tout ce qu'elle a appris. Ses contrats, sa réputation, sa sécurité. Pourtant, elle ressent un souffle d'humanité et de courage qui dépasse toutes les règles et toutes les peurs. La guérisseuse demanda calmement de l'eau chaude, des linges propres, un peu de miel et son sac de remèdes resté dans la cuisine. Elena sortit pour chercher ce qu'elle avait demandé, laissant la guérisseuse seule avec le guerrier Apache et la fillette blessée. Lorsqu'elle revint, elle fut surprise de voir Collant aider spontanément, lui apportant de l'eau claire avant même qu'elle ne le demande, soutenant l'enfant chaque fois que la guérisseuse avait besoin de ses mains libres. Tous deux travaillaient en silence, guidés par le seul objectif de sauver la petite. Doña Luz constata que la blessure avait été maintenue propre, et même si elle parlait surtout pour elle-même, Elena vit un bref soulagement passer sur le visage du guerrier. Le soin dura des heures. La guérisseuse prépara des cataplasmes d'herbes, murmura des prières, posa une attelle avec précision et fit boire à l'enfant une infusion amère, goutte à goutte. Collant suivait chaque instruction sans dire un mot, gardant les yeux sur la fillette comme s'il veillait sur un trésor fragile. Elena, en retrait, observait cet homme que beaucoup considéraient comme sauvage, révéler une douceur que peu d'hommes qu'elle connaissait auraient su offrir. Il essuyait la sueur de l'enfant, ajustait ses couvertures, lui parlait doucement dans sa langue pour la rassurer. Quand la fièvre baissa enfin, la nuit était tombée. Doña Luz annonça que la fillette, il pourrait l'obtenir. Les 2 adultes jurèrent alors de protéger l'enfant, quoi qu'il arrive. Au fil des mois, leur relation se transforma en un lien profond. Ils devinrent alliés, amis, puis quelque chose de plus intime. Collant finit par lui confier les blessures de son passé, la perte de son épouse et sa volonté de ne plus s'attacher, avant d'avouer qu'avec Elena et Nalin, il avait retrouvé une raison de veiller sur quelqu'un. Ils s'embrassèrent, conscients que cela compliquait tout, mais aussi que c'était la vérité. Le répit prit fin lorsqu'un messager apporta une convocation. Ramiro réclamait officiellement la garde de Nalin, se déclarant père biologique. En reconnaissant la fillette, il empêchait Elena d'utiliser son secret contre lui et se présentait comme un homme responsable. Terrifiée, Elena consulta toute personne pouvant témoigner de ses soins envers Nalin, mais savait que Ramiro possédait l'argent et l'influence. La veille de l'audience, elle avoua à Collant qu'elle craignait de perdre l'enfant. Il répondit que si la justice humaine échouait, ils partiraient ensemble pour un endroit où Ramiro ne les trouverait jamais. Le lendemain, au tribunal improvisé du village, Ramiro arriva confiant, avec avocat et témoin. Elena entra avec Nalin dans les bras, déterminée à ne pas laisser la fillette lui être arrachée. Lorsque le juge Randon, un homme âgé mais attentif, écouta d'abord les arguments de Ramiro, Elena sentit la tension monter. Les documents étaient impeccables, les témoins bien préparés, tout semblait en faveur de Ramiro. Puis vint son tour. Sans avocat, elle parla avec courage et sincérité, racontant comment elle et Collant avaient trouvé Nalin mourante sur le chemin, comment il l'avait soignée nuit après nuit, comment la fillette avait recouvré sa santé et son sourire, et comment elle l'appelait désormais « maman ». Doña Luz et le père Joaquin témoignèrent du soin, de l'amour et de la stabilité offerts par Elena et Collant. Alors, Nalin elle-même s'avança, les yeux sérieux, et déclara clairement qu'elle voulait rester avec Elena et Collant, qu'ils étaient ses vrais parents, ceux qui l'aimaient et la protégeaient. Le silence qui suivit pesait lourd. Ramiro pâlit, son avocat tenta d'objecter, mais le juge leva la main pour imposer le calme.
Il déclara qu'il avait entendu suffisamment. Bien que la fillette ait un père biologique, elle avait été abandonnée et Elena et Collant avaient démontré être ses véritables protecteurs. Le marteau tomba. La garde fut accordée à Elena. Ramiro, humilié, ne put rien faire. Nalin courut dans les bras d'Elena, tandis que Collant les entourait, et pour la première fois, ils se sentirent pleinement unis, une famille choisie par l'amour et non par le sang. Après cela, le pouvoir de Ramiro diminua. Les affaires qu'il contrôlait se dispersèrent, ses routes commerciales connurent la concurrence, et son influence s'étiola progressivement. Elena, Collant et Nalin retrouvèrent une paix rare. Le ranch, modeste mais vivant, devint un foyer chaleureux. Nalin grandit, apprenant l'espagnol et l'apache, courant librement dans les champs, protégé par ses parents adoptifs. Elena et Collant célébrèrent leur union dans une petite cérémonie, marquant le premier mariage interracial de la région, symbole d'espoir et de renouveau. Au fil des années, la petite famille continua de prospérer, unie par l'amour et la confiance. Elena regardait souvent le coucher du soleil sur le désert, Collant à ses côtés, et Nalin jouant à proximité, se rappelant que malgré les épreuves, ils avaient trouvé un foyer véritable, non pas dans les murs d'une maison, mais dans le cœur de ceux qui s'aimaient profondément. Leur histoire devint une légende locale, celle d'un amour né dans l'adversité, d'une famille construite par le courage et la fidélité, et de la promesse que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la protection des innocents pouvaient triompher. Les années passèrent, et Nalin grandit heureuse et épanouie, entourée par l'amour constant d'Elena et Collant. Elle apprit à courir librement dans les champs, à parler espagnol et apache, et à découvrir le monde avec curiosité et confiance. Elena et Collant, devenus unis non seulement par l'amour mais aussi par un profond respect mutuel, continuèrent de protéger la fillette avec attention et patience. Leurs liens se renforcèrent jour après jour, mêlant complicité, tendresse et responsabilité. Le ranch, bien que modeste, devint un foyer où chaque geste et chaque parole étaient empreints d'affection et de sécurité. Elena se souvenait souvent des épreuves traversées, des confrontations avec Ramiro et de la peur qu'il avait saisie le jour où il était arrivé avec le capitaine Mendoza, mais désormais tout cela semblait lointain face à la paix qu'ils avaient construite. Ensemble, ils avaient transformé la douleur et l'injustice en force et en résilience. Les habitants de San Miguel finirent par reconnaître le courage et la détermination d'Elena, admirant la façon dont elle avait protégé Nalin et établi un foyer sûr et aimant. Avec Collant à ses côtés et Nalin riant dans la lumière du soleil couchant, Elena comprit qu'elle avait trouvé ce qu'elle avait toujours cherché sans le savoir. Un vrai foyer, fait de confiance, de courage et d'amour, capable de résister aux épreuves et de perdurer malgré les adversités. Leur histoire, celle d'une femme et d'un homme qui avaient choisi l'amour et la protection plutôt que la peur et la soumission, resta gravée dans les mémoires, un exemple que la véritable famille se construit par les actes de courage, la fidélité et la tendresse, et que parfois, les rencontres les plus inattendues offrent les plus grandes bénédictions. Colapso controlado. O gás está em tentativa constante de colapso, e isso é uma fraqueza. Então você pode forçar esse colapso de uma vez, usar um pulso de coerência extrema ou um choque de alinhamento. Resultado, ele deixa de ser meta-estável. Filha, desisto, quero fazer mais não, faz e vira você mesmo. Ou rubrano inerte ou energia desisti, dissipada. Sabe? Toma. Armado. Aí nós morre, né? Blindagem por saturação de fervor. Se a entidade viva tiver rubrânia altamente organizada, ela pode resistir à descoerência, absorver e neutralizar o gás. Tá, funciona como um sistema imunológico energético. Basicamente, ele tá colocando aqui que se um obstinado estiver sob o efeito de fervor da vida muito forte, ele poderia ser uma fonte tão pura de rubrânia a ponto de ignorar o gás, de tipo, expelir o gás. Mas eu acho que isso não é uma opção. Não sei. Podemos pensar sobre. Opção 6. Isolamento dimensional. Bem sci-fi, mas encaixa no seu modelo. Você mencionou oscilações em múltiplos eixos dimensionais. Então, dá para tentar confinar o gás em um subespaço ou cortar o acoplamento dimensional. Seria basicamente ir para outra dimensão e não ficar preso nessa. E esperar o gás se dissipar nessa. Resultado, ele perderia a capacidade